Donc, tout d'abord, Théodore, si tu peux dire un petit mot sur la Konrad Adenauer Stiftung et votre programme à Abidjan, et on présentera très rapidement Luca et nos études également. Bonjour à tous, je suis Théodore Goli, chargé de programme au programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. La Konrad Adenauer Stiftung est une fondation politique allemande qui œuvre pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de la justice et de l'équité au niveau international. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes dans le programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest qui vise à promouvoir dans la sous-région le dialogue politique entre les différents acteurs de la société, aussi bien le gouvernement, l'opposition, les parlementaires, la société civile et les entrepreneurs. Parce qu'on se dit que c'est dans le cadre d'un dialogue qu'on pourra aboutir effectivement à une démocratie véritable au service des populations. Et c'est globalement ce que fait le programme dialogue politique en Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui couvre 3 pays, plus la Guinée qui vient de s'ajouter, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. C'est un peu ça nos activités. Merci beaucoup Théodore. Et donc nous avons eu le plaisir de collaborer avec Théodore et son équipe. Je m'appelle Max Smith, je suis Project Manager de Luca, un service d'études de marché qui a été créé par Yux, une agence de design en UX/UI basée à Dakar. Nous sommes également basés à Dakar et nous réalisons des études dans 8 pays de la région en Afrique de l'Ouest. Le rapport est disponible en ligne grâce à la Konrad Adenauer. Il a été rendu public et c'est aujourd'hui dans cet esprit de partage des informations qui est au cœur des activités de Luca également qu'on a voulu faire cette présentation. Voilà. Donc, on a interviewé 500 commerçants et consommateurs et pour apprendre et connaître leurs réactions face au Covid-19 à Abidjan. Et c'est cette étude exploratoire que l'on va vous présenter aujourd'hui. Programme très simple. Les 10 premières minutes, on a fait cette petite présentation des intervenants et des partenaires. Après les résultats de l'étude, là, nos invités vont un peu éclairer les données. Et les 20 dernières minutes, on ouvrira l'échange à vos questions, les questions que vous pouvez donc poser sur Slido et nos intervenants pourront y répondre. Les 3 intervenants, donc Théodore Goli qui vient de se présenter, chargé de programme du dialogue politique en Afrique de l'Ouest, Evelyne Kofi qui est coordinatrice des enquêteurs Luca à Abidjan. Donc déjà, nous remercions tous nos enquêteurs qui ont participé à cette étude d'Abidjan, cette période difficile du Covid. Et notre invité, Dr Flan Moket-César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Je serai donc votre modérateur. Pour un peu de contexte, ces études ont été menées par entretien téléphonique en vue des mesures sanitaires liées au Covid. La grande majorité de nos enquêteurs ont donc réalisé ces entretiens par appel à travers notre application mobile Luca dans les différentes zones de Abidjan. Un peu plus de contexte sur le Covid actuellement. Les 500 interviews ont été réalisées dans cette période et le rapport publié le 25 mai. Il y avait une évolution constante des cas ainsi que des guérisons. Et cette dernière semaine, il y a une augmentation assez forte suite à 2 semaines à peu près, suite à la publication du rapport des cas confirmés. Pour la méthodologie, comme je l'ai dit, nous avons des enquêteurs dans 8 pays en Afrique de l'Ouest actuellement. Notre méthodologie, c'est toujours les interviews en face à face, mais nous nous sommes adoptés dû à la situation liée au Covid. Et ça, c'est un petit aperçu de notre application mobile Luca, sur lequel, avec nos partenaires, nous élaborons des questionnaires que nous envoyons après à nos enquêteurs qui sont formés à la recherche, la plupart des universitaires en sociologie, anthropologie. Voilà. Donc, sans plus attendre, on peut commencer à vous présenter les résultats clés de l'étude. Le premier, la télévision est la source principale d'informations sur le Covid-19 pour 62% des 500 personnes interviewées. Et vous verrez dans les graphes suivants que 89% de ces 500 personnes ont un smartphone, une très haute pénétration du smartphone et donc de l'Internet. Mais pourtant, 2 personnes sur 3 s'informent principalement par la télévision.
Donc là, vous voyez le premier graphe lié à la source d'information principale pour le COVID-19. Donc, que ce soit les commerçants ou les consommateurs, une grande majorité préfèrent la télévision. Il y a 30% des consommateurs qui s'informent majoritairement à travers les réseaux, 25% les commerçants. Et là, on retrouve les journaux, les proches, donc de bouche à oreille, et la radio à 3% et 4%, ce qui, quelques années auparavant, aurait été un chiffre sûrement bien plus élevé. Là, on a voulu faire une petite comparaison entre ceux qui utilisent les réseaux sociaux et la télévision en fonction de leur âge. Donc, vous pouvez voir que les plus jeunes de 18 à 25 ans, 40% d'entre eux utilisent majoritairement les réseaux sociaux. Et seulement 13% des 36 à 75 ans ont pour source d'information principale les réseaux. Donc, on voit vraiment une causalité ou un croisement entre l'âge et la source d'information principale, en tout cas lorsqu'il s'agit d'avoir des informations liées au COVID-19. Donc maintenant, une question qu'on a posée à nos interviewés et on aimerait bien avoir votre avis aussi dessus, c'est à votre avis, le virus est-il né de manière naturelle ou a-t-il été conçu en laboratoire? Toutes vos réponses sont anonymes. Vous pouvez donc aller sur slido.com, #getluca pour répondre. Mam, quand il y a eu un bon nombre de réponses, merci de me l'indiquer. Ouais. Donc pour l'instant, naturel en première position. Ne sait pas, qui bouge un peu. Et laboratoire. Encore une minute. Encore une petite minute et après on va clôturer ce premier sondage. C'est bon, Max. C'est bon? D'accord. Donc pour vous, à 63% des personnes dans le webinaire, le virus est de source naturelle. Vous allez donc voir que la perception des 500 personnes que nous avons interviewées est assez différente. 66% d'entre eux pensent que le virus a été créé en laboratoire. Et je tiens à préciser qu'on a établi une corrélation statistique entre les universitaires qui ont donc plus accès aux smartphones et souvent un niveau d'éducation plus élevé, les plus jeunes donc, et leur croyance ou le fait qu'ils pensent que le virus a été créé en laboratoire. Donc 81% des jeunes étudiants pensent que le virus a été créé en laboratoire. De toutes les catégories socio-professionnelles que nous avons interviewées, c'est le pourcentage le plus élevé. Donc, pour un peu mieux comprendre ces données, Evelyne va nous expliquer déjà les réactions des personnes qu'elle a pu interviewer. Pourquoi déjà ils préfèrent la télévision comme source d'information plutôt que les smartphones? Et deuxièmement, pourquoi cette perception que le virus a été créé en laboratoire? Evelyne, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup, Monsieur Mas. Plusieurs personnes préfèrent prendre les informations à la télévision parce que c'est la télé nationale. C'est dit que nos gouvernants, les responsables, les médecins viendront donner les bonnes informations sur, comment dire ça, à la télé, puisque c'est la télé nationale. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, d'autres disent qu'il y a de fausses informations. Souvent les informations sont douteuses. Donc les personnes préfèrent venir devant la télé et se disent qu'à la télé, ils auront les vraies informations. C'est pourquoi plus viennent prendre les informations à la télévision. D'accord. C'est pour, voilà. D'accord. Maintenant, concernant si le virus a été conçu en laboratoire, ou bien de manière naturelle, ou bien ne savent pas, comme vous avez dit, les jeunes et ceux qui veulent dire un niveau
intellectuels un peu élevés qui vont sur Google pour plus s'informer par rapport à l'arrivée du virus. Avec leurs recherches, ils se disent que le virus est quitté en laboratoire avec les informations qu'ils ont prises sur le net. Ils se disent que en partant sur Google et regarder les chaînes étrangères, on sait d'où est quitté le virus. Donc, pour cela, ils se disent que le virus est conçu, que ce virus ne peut pas être né de manière naturelle. Parce qu'on a dit, c'est sorti, donner des exemples de ceux qui ont dit c'est quitté en Chine, d'un laboratoire de Chine, un peu comme ça. On a pris quelques informations sur le net, approfondir avec les informations Google, et puis ils savent qu'il y a d'autres Covid, mais que ceci a été modifié, et tout ça, ils ont pris ça sur le net. Donc, c'est pourquoi la majorité des jeunes et puis ceux qui ont un niveau intellectuel disent que le virus est conçu en laboratoire. D'accord. Merci beaucoup, Evelyne. Et si j'ai bien compris, il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent sur WhatsApp. Oui, par WhatsApp aussi. Ouais, ceux qui font les témoignages par WhatsApp. Bon, d'autres ont des parents qui sont à l'étranger, en Europe. Ils donnent des informations à leurs parents pour dire que ce virus, ça peut pas être de manière naturelle, que c'est quitté d'ici à là. Un peu ça. Intéressant. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à vous. On va continuer sur le deuxième résultat clé. Donc là, on a constaté une inquiétude en baisse à 54%, malgré le fait que les cas sont toujours en hausse. Donc, 54% sont moins inquiets qu'il y a 2 semaines. C'était la question qu'on leur a posée, malgré le fait que les cas augmentent entre 20 et 30% chaque semaine en moyenne. Là, vous voyez donc ces résultats, 54% moins inquiets, 7% pareil moins inquiets et quand même 30% qui sont plus inquiets aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 2 semaines. Et après, on leur a donc demandé, l'Afrique actuellement a moins de cas confirmés que d'autres parties du monde, comment est-ce qu'ils expliquent cela? La première réponse à 56% est le fait qu'il y ait plus de soleil et de chaleur dans la région, sur le continent. Dieu nous protège à 33%. Des remèdes africains, donc certains remèdes qui ont été cités sont les feuilles de Nîmes, la chloroquine, des bains de vapeur, d'autres remèdes africains à 28%. C'était une question à choix multiple, je tiens à le préciser. C'est pour ça que les pourcentages ne s'additionnent pas à 100%, mais les répondants, les interviewés pouvaient répondre à toutes ces réponses. 24%, un quart donc pense que le fait que la majorité de la population soit très jeune joue un rôle important. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays, près de 80% de la population a moins de 35 ans. 80% de la population. Et 20%, presque 19%, le respect des mesures des populations joue un rôle dans le fait qu'il y a moins de cas confirmés. La peau noire a égal à 19% et la réaction rapide des autorités qui ont donc déclaré l'état d'urgence national très rapidement après les premiers cas confirmés. Une question pour vous. Connaissez-vous quelqu'un ayant été dépisté par le Covid-19 ou pour le Covid-19? Et là, aujourd'hui, on ne rentrera pas dans le débat si c'est le ou la Covid-19, mais ça aurait pu être une autre question à poser. Donc, connaissez-vous quelqu'un, soit dans votre entourage ou de bouche à oreille, qui a été dépisté pour le Covid-19? D'accord, donc on a déjà 9 réponses. On attend un petit peu. Ok, on va clôturer. Si vous avez du mal, vous pouvez toujours envoyer un message aussi dans le chat. Voilà, 10 réponses. Ok. Donc, 70% d'entre vous connaissent quelqu'un qui a été dépisté pour le Covid-19. Ce n'est pas cette question directement qu'on a posée aux interviewés, mais on voulait savoir s'ils étaient pour ou contre l'ouverture des centres de dépistage dans leur quartier. Pour petit rappel, à Yopougon, il y avait eu des heurts lorsque le premier centre de dépistage avait été construit. Donc là, on voit que 66%
des 500 interviewés sont pour l'ouverture des centres de dépistage, mais près d'un tiers sont contre. Donc là, je me tourne vers Dr Flan pour nous éclairer un peu là-dessus et pour nous dire pourquoi il y a toujours cette crainte liée au centre de dépistage à Abidjan aujourd'hui. Dr Flan, peut-être que vous êtes sur mute. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bien, je voudrais vous dire que je souhaiterais que vous permettiez que je m'exprime un peu sur l'inquiétude en baisse que vous avez présentée tout à l'heure, avant d'aborder la question que vous posez. Donc, les slides ont montré que le taux de contaminés est en croissance en Côte d'Ivoire et pourtant les populations se montrent de moins en moins inquiètes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? À mon sens, on peut retenir quatre facteurs. Bien sûr qu'on pourrait en trouver d'autres. Quand on prend par exemple le taux de létalité, on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, ce taux est situé entre 1 et 2%. Donc les populations savent que c'est une maladie à forte contagion. Cependant, ce n'est pas une maladie qui conduit directement à la tombe. Et que ceux qui perdent la vie après avoir contracté la maladie ne sont pas aussi nombreux que ça. Ou bien disons, c'est un pourcentage vraiment relativement négligeable. Le deuxième facteur, c'est l'effort de communication fait par les autorités du système de santé qui montre au quotidien l'évolution des choses, mais qui précise aussi le taux de guéris. Et par conséquent, les populations se rendent compte que les autorités ont une maîtrise relative de la situation en termes de prise en charge. Un autre facteur que je peux noter, c'est le rejet naturel même de la psychose permanente. L'homme est incapable de vivre de vivre constamment dans une psychose. Et donc, à un certain moment, les gens essaient de s'en défaire et ça conduit à la situation à laquelle nous assistons ici en Côte d'Ivoire par rapport à la COVID. Le dernier facteur que je peux citer ici, c'est que les contingences existentielles, le fait qu'il faut sortir chaque jour pour se chercher, permettez-moi cette expression qui fait partie du vocabulaire ivoirien, pour aller se chercher, amène les populations à braver toutes les situations qui pourraient être assez dangereuses en termes de contamination. Donc, on va trouver beaucoup de gens dans les marchés, on va trouver des gens aux abords des routes, dans la promiscuité, et donc finalement, l'inquiétude baisse au regard de tout cela. Maintenant, pour parler de la question des centres de dépistage. Qu'est-ce qui explique ça? Premièrement, il y a cette méconnaissance même de la maladie. On se rend compte que nous avons une pandémie à l'échelle globale et on ne sait pas très bien, on ne connaît pas très bien cette maladie. Et les populations, parce que justement un grand nombre est analphabète, ne peut pas mesurer les conséquences de l'acceptation du dépistage, quelles seraient les implications, c'est un fait. Le deuxième élément, c'est l'impact des fake news. Donc, on a développé dans les consciences le fait que cette maladie-là, qui serait née dans un laboratoire, comme on a parlé tout à l'heure, Evelyne, le fait de se dépister pourrait entraîner aussi d'autres conséquences à ce niveau-là. La théorie du complot, donc, c'est un ensemble, c'est tout cet ensemble-là qui explique la méfiance des populations vis-à-vis des centres de dépistage. Évidemment, moi, je ne partage pas cela. Je pense qu'il faut se faire dépister pour connaître son statut afin d'éviter des risques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Flan. Et d'ailleurs, Je voulais ajouter. Oui, je peux. Bon, je voulais dire aussi que les populations n'ont pas été informées. Parce que si l'information était bien passée, je pense qu'à Yopougon, il n'allait pas avoir ce qui s'est passé. Parce que quand tu viens pour dire tu veux installer un centre, il faudrait que d'abord les informations passent pour qu'ils comprennent pourquoi il faut un centre de dépistage et qu'est-ce que ça peut apporter à la résolution du problème. Donc, ils n'ont pas été informés. Ils se sont dit,
avec, comme on a dit, les messages sur WhatsApp, d'autres disent non, si vous laissez, comment on dirait ça, vous faites dépister, ils vont en profiter pour vous injecter le Covid. Vous voyez, avec les forces humaines qui passent. Donc, s'ils avaient été informés, mieux informés, et on l'avait expliqué le sens des centres de dépistage, je pense qu'il n'allait pas avoir cet incident-là, Yopougon. Donc, il faudrait qu'on informe plus la population avant de poser certains actes. Oui, c'est ça. D'accord. On revient aux sources de communication. Tu peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Moi, je suis de Pougon. En fait, il faut faire la distinction. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a tendance à tout politiser. Et la gestion de cette crise est politisée. Chaque camp veut en tirer parti. Ce qui explique en partie les réactions des populations face aux différents actes qui sont posés. Même pour le centre de Pougon, dont le début a été vraiment objet de troubles, en réalité, c'est la communication et telle que l'exploitation a été faite qui a créé tout cela. Si la communication a été transparente et que les choses se passaient normalement, je pense que la population n'allait pas s'opposer à cela. La preuve, 66% des enquêtés sont pour qu'il y ait des centres de dépistage dans leur commune. Et aujourd'hui, vous allez à Pougon, vous allez voir que ce centre de dépistage ne désappuie pas. Les gens, ils vont se faire dépister. C'est pourquoi je pense qu'il faut que souvent, lors de la communication, on arrive à dissocier les actes que nous posons au quotidien dans la gestion de l'État et les campagnes ou pré-campagnes politiques qui se font au quotidien. C'est ce qui est l'objet souvent de mésentente et d'incompréhension. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci beaucoup à vous trois. Donc, la source de communication est bien différenciée entre les besoins sanitaires et politiques. Je pense qu'on pourra revenir dans la session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les mettre sur le Slido. Merci. On va continuer et on revient à la question du confinement et du déconfinement. Donc là, le troisième résultat clé, nous sommes dans une période de déconfinement à Abidjan en ce moment. Il y avait quand même un quart des répondants qui ont dit être pour un confinement total de la population de 2 à 3 semaines. Donc là, vous voyez un peu la différence entre les commerçants et les consommateurs. Donc, 80% des commerçants ont été contre un confinement et 63% des consommateurs. Donc, les commerçants ont souvent cité l'impact économique sur leur business et le besoin de tout de suite revenir à leurs activités. Donc, au total, à 71%, les interviewés sont pour un déconfinement, ou du moins contre le confinement de 2 à 3 semaines. Donc ça, c'est quand même le résultat important à retenir. Néanmoins, on a trouvé intéressant de voir que 33% des consommateurs étaient pour un confinement et 17% des commerçants. Donc là, vous avez une majorité des interviewés qui sont contre le confinement. Pourtant, il y en a 72% qui étaient pour la fermeture des écoles. Donc, ils ne sont pas prêts aujourd'hui à renvoyer leurs enfants à l'école, mais eux sont prêts à se déconfiner. Donc là, on en a pas mal discuté avec les enquêteurs et j'aimerais bien que Evelyne nous en dise un peu plus sur cette perception-là, qui est donc d'un point de vue des adultes, être pour le fait de se déconfiner, mais de ne pas être prêts à renvoyer leurs enfants à l'école. Evelyne, s'il te plaît. Ok, merci, Mas. Comme a dit Monsieur Dr. Flan, les Africains ne peuvent pas rester confinés pendant des jours parce que l'Africain lui-même se lève tous les matins pour aller se chercher. Donc, vraiment, rester pendant des mois ou bien des jours, déjà même 2 jours à la maison, c'est pas facile. Lui, il préfère plus, étant un adulte, il se dit qu'il peut plus lui seul respecter les mesures de prévention. Donc, en sortant, il sait qu'il y a une maladie, il sait comment se préserver de la maladie. Mais les tout petits, pour eux, même quelle que soit l'explication que tu vas donner à un enfant, il ne va pas respecter. Parce que dès qu'il voit son ami, il court automatiquement pour le saluer, pour faire les accolades. Donc, c'est pour cela que les adultes sont contre l'ouverture des écoles, mais plutôt, ils sont pour que eux, ils puissent aller se chercher tous les matins, revenir. Parce que financièrement, ce n'est pas facile. D'accord.
Donc, il y a l'occupation économique pour la plupart des gens. Et Voilà. si je ne me trompe pas, la plupart des écoles ont réouvert même dans la capitale, n'est-ce pas? Ouais, oui. Oui. Ici, si, ils ont commencé, mais vous voyez, les enfants, tu peux pas, on dit un cache-nez. L'enfant peut porter un cache-nez de 7h jusqu'à midi. C'est fatigant. Oui, Or, l'adulte, lui, il peut supporter parce qu'il sait qu'il y a un danger. Or, l'enfant, lui, bon, dès qu'il voit ses amis net, il oublie automatiquement que le cache-nez, il peut boire dans la goutte de l'autre, il peut manger la nourriture de l'autre. C'est un peu compliqué pour les enfants. Monsieur Oui, Max, docteur Flan? oui, je voudrais rebondir sur l'intervention de Evelyne et ajouter que, en plus des facteurs qu'elle a énoncés tout à l'heure, il y a qui sont des facteurs économiques, mais en même temps des questions sécuritaires, la personne physique. Et elle a axé son argumentation sur les enfants eux-mêmes. Mais en plus de cela, il faut tenir compte des infrastructures d'accueil de ces enfants. Donc, la présentation et la configuration des écoles, les parents se sont posés d'énormes questions, notamment comment seront gérés nos enfants à l'école, quelles seront les mesures sanitaires qui seront prises à l'école, est-ce que les autorités scolaires ou bien les responsables de l'éducation nationale, même de l'enseignement supérieur, prendront toutes leurs dispositions pour que les élèves et les étudiants soient en sécurité sur les campus et dans les écoles. Donc, c'est autant de questions qui se rapportent non seulement à la conduite inconsciente entre griffes des enfants, qui s'ajoutent à la configuration des infrastructures d'accueil et la réalité même de l'école. Quand nous avons des effectifs, par exemple, de 80 élèves dans une classe, alors un parent peut se demander comment on va procéder pour que les élèves respectent, par exemple, la distanciation physique ou sociale de 1 mètre. Donc, autant de questions. Et quand on tient compte de ce que les classes, par exemple, ne sont pas aérées, techniquement, il n'y a pas d'air conditionné. Donc, la chaleur de 14 heures, par exemple, est-ce que les enfants seraient capables de garder un cache-nez? Autant de questions qui ont emmené les parents à être très, très méfiants vis-à-vis de la reprise ou bien de la réouverture des écoles. Oui, merci beaucoup, Dr. Flan. Je voulais ajouter quelque chose à ce que le Dr. Flan a dit. Oui, bien sûr. Je vais ajouter quelque chose. Vous savez que la Côte d'Ivoire a traversé une crise où on a beaucoup parlé de couvre-feu et état d'urgence. Et lorsqu'on attend les expressions comme couvre-feu, état d'urgence, ça rappelle encore de mauvais souvenirs. Donc, c'est normal pour les parents d'attendre, lorsqu'on parle de couvre-feu d'état d'urgence, de garder les enfants auprès de soi pour qu'en cas de situation, eux, ils arrivent directement à assurer leur sécurité. Je pense que cela peut expliquer le fait que les parents préfèrent garder les enfants à la maison que de les laisser aller à l'école. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais il y a un petit rappeur d'une moins de dizaine d'années à Abidjan qui a fait une petite chanson sur le Covid. Ce serait intéressant d'explorer ces avenues-là pour une meilleure sensibilisation déjà des enfants. Et comme l'a dit Dr. Flan, la réhabilitation au mieux possible de certaines écoles pour les conditions adéquates à la revenue des écoliers. Et donc, qui explique un peu ces réponses-là, le fait que les gens soient prêts à se déconfiner, mais pas pour autant à renvoyer leurs enfants à l'école, ou du moins qu'ils aient une vraie crainte liée à ça. Merci beaucoup pour vos réponses. On passe au dernier résultat clé. Donc, celui-ci est plus sur l'impact économique. Et pour 21% des commerçants, l'urgence est aux déplacements intrarégionaux. Pour petit rappel, Abidjan aujourd'hui est encore fermé du reste du pays. Donc, les déplacements intrarégionaux sont possibles à l'intérieur du pays, mais pas encore entre la capitale économique et l'intérieur. Donc, êtes-vous pour ou contre l'interdiction des déplacements intrarégionaux? Les réponses étaient assez semblables entre consommateurs et commerçants. 46% des commerçants étaient contre, et donc contre l'interdiction des déplacements, alors que 61% des consommateurs étaient pour. Au total, on a donc 56% des interviewés sont pour l'interdiction des déplacements intrarégionaux. Mais vous allez voir là que, c'est plutôt ici, lorsqu'on demande aux commerçants et aux consommateurs quelle est l'urgence du moment,
Là, on a 21% des commerçants qui disent que leur urgence, c'est vraiment d'être capable de se déplacer à l'intérieur du pays pour écouler leurs vivres ou même pour récupérer et après revendre à Abidjan. Donc, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Là, vous voyez l'impact sur le chiffre d'affaires qu'a eu le COVID-19. Et là, on voit quand même un très fort impact sur les commerçants. Quand on dit commerçants, on parle de vendeurs de rue, on parle de vendeurs de sachets d'eau, ceux qui vendent à manger, oui, sur les coins de rue également, mais aussi les femmes dans les marchés. C'est toutes ces personnes-là qui ont été interviewées et 8 personnes sur 10 ont donc connu une baisse de leur chiffre d'affaires. Les consommateurs, qui sont donc des employés, des étudiants, ont une moins grande baisse, peut-être aussi par le fait que certains ont un salaire mensuel qui n'a pas changé. Cependant, là, on voit qu'on a posé la question de savoir qui a perdu son emploi dû au COVID-19. Et bien que 81% des commerçants soient les plus impactés en termes de chiffre d'affaires, là, on voit plus d'un quart des consommateurs qui ont carrément perdu leur emploi. Donc, les commerçants ont un chiffre d'affaires qui baisse, mais ils s'adaptent, alors que les consommateurs ont plus de mal et parfois ont perdu leur emploi. Je reviens donc sur l'urgence du moment. Il y a quelques semaines, lorsque cette étude a été réalisée, c'était de diminuer le prix des gels et des masques pour les commerçants comme les consommateurs. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux populations cibles, sauf lorsqu'il s'agit des déplacements intra-régionaux. Donc, la réouverture des écoles, les centres de dépistage, comme on en a parlé, mais aussi l'aide financière et alimentaire et des tests gratuits et le confinement que nous avons également évoqué. Donc, pour ce dernier résultat, Théodore, c'est intéressant de savoir quels sont les programmes d'accompagnement mis en œuvre par la CAS pour un peu relancer ou accompagner des commerçants ou d'autres avec du soutien économique. Donc, si tu pouvais un peu élaborer là-dessus, comme on en a déjà discuté, ce serait très intéressant pour l'audience également. En fait, Max, les activités de la CAS, ce sont seulement des activités de renforcement des capacités. Et donc, toutes les études que nous faisons, ce sont des outils d'aide à la décision pour alerter les dirigeants, les gouvernants, la population sur les effets des décisions qui sont prises. Nous, en tant que CAS, nous n'avons pas de l'aptitude à aller à fournir de l'aide matérielle aux commerçants. Parce que nous faisons le renforcement de capacité. Mais cette étude, nous avons voulu que cela soit disséminé et nous l'avons disséminé dans tous nos réseaux, au niveau étatique, comme au niveau de la société civile et aussi des intellectuels, pour que ceux-ci puissent, lors de la différence prise de décision, en tenir compte. Parce que dans tout ce que nous faisons, c'est la population qui est au centre. Donc, on a vu que lorsque les décisions sont prises, sans tenir compte des conséquences à court, moyen et long terme, cela peut avoir des effets rétroactifs. Donc, c'est un peu généralement ce que fait la CAS. Si nous n'avons pas prétention à fournir de l'aide matérielle ou bien à soutenir l'entrepreneuriat. Voilà, je voulais faire cette clarification. Mais en même temps, dit, pour le cas qui a été présenté, dit que si les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires baisser et que les consommateurs ont vu aussi leur revenu baisser, il faut qu'on dise Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est dans Abidjan que quelqu'un a ventilé toute l'économie de la Côte d'Ivoire vers l'intérieur du pays. Donc, quand Abidjan est isolé, l'intérieur du pays n'est pas ravitaillé. Et beaucoup de commerçants ont des succursales ou bien ont des relais au niveau de l'intérieur du pays. Les consommateurs sont souvent aussi ravitaillés en denrées alimentaires par l'intérieur du pays, puisque pour le vivrier, c'est l'intérieur qui ravitaille Abidjan. Or, on sait que lorsque l'isolement d'Abidjan est fait, c'est vrai qu'on dit que les marchandises peuvent circuler, mais nous connaissons les tracasseries dont font l'objet des personnes qui font rentrer les denrées. C'est ce qui a peut-être créé une certaine élévation des prix des denrées. Et donc, je pense que c'est peut expliquer tout cela. Parce que je vous l'ai dit un peu si c'est suffisant. Merci beaucoup, Théodore.
Et jusqu'à aujourd'hui, 95% des cas confirmés se trouvent à Abidjan toujours et nettement moins donc à l'intérieur du pays. Voilà, donc ça c'était les 4 résultats clés de cette étude, suivis de quelques verbatims pour à nouveau refléter les retours des interviewés. Donc le premier, que la population respecte les mesures barrières et que l'État distribue gratuitement les gels et masques. Deuxième, qu'on nous montre les malades, on ne les a jamais vus et à chaque fois on dit qu'il y a de nouveaux cas. Donc là on revient à nouveau à ce que Evelyne et les premiers résultats ont pu dévoiler, des besoins de communication et le fait que peut-être, comme on l'a mis dans nos recommandations, un reportage télévisé serait le bienvenu. Donc ces perceptions-là qui sont alimentées par les réseaux sociaux également. Là, plus d'un point de vue de commerçant et l'impact économique, l'un des interviewés a dit qu'il a perdu la clientèle de son garba. Donc, le garba, c'est un plat populaire ivoirien à base d'attiqué et de thon, apprécié par nombre d'entre nous d'ailleurs. Et le dernier verbatim, apprenons à vivre avec le Covid-19 tout en respectant les mesures d'hygiène. Sur ce, c'est à vous qu'on voudrait donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions à nos invités aujourd'hui. Donc, Mam a pu récolter vos questions sur Slido et Dr Flan, Evelyne et Théodore pourront y répondre et moi-même également si vous le souhaitez. Voilà, donc Mam, on t'écoute pour les questions. N'hésitez pas, c'est slido.com, #GetLuca et on essaiera de répondre au maximum de questions possibles dans les 15-20 minutes qui nous restent. Super. Merci, Max. Merci à vous pour cette belle présentation. C'était très instructif de connaître vraiment les ressentis de la population qui se trouve à Abidjan et comment ils ressentent vraiment cette crise. Donc, on va passer aux questions. Il y en a eu pas mal. Avant tout, je vais me présenter, c'est Mamlo, Digital Manager à Yux. Donc, pour les questions, j'ai une question pour Dr Flan. Les jeunes sont plus tournés vers les réseaux sociaux. Comment est-ce que les politiques communiquent sur ces plateformes-là, sur ces plateformes digitales? Dr Flan, vous devez activer votre micro. Oui, alors Bon. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un support de communication très, très important. Il y a le ministère de la Santé, par exemple, et de l'hygiène publique, a une page Facebook qui est animée au quotidien. Il y a également dans les politiques qui sont mises en œuvre, notamment au ministère chargé de la jeunesse, il y a une campagne qui est faite, une campagne de sensibilisation, et les réseaux sociaux sont utilisés également à ce niveau-là. Mais je voudrais dire que le pouvoir public utilise en Côte d'Ivoire de façon générale les canaux traditionnels. Et la télévision, par exemple, la RTI, comme le montre l'étude, est la première source d'information sur la COVID-19. Étant donné qu'à chaque édition de journal télévisé, l'édition de 20 h, il y a un espace réservé au point sur la COVID. Les populations s'intéressent à la télévision pour avoir les informations officielles sur la maladie. Super. Justement, dans cette même logique, il y a quelqu'un qui demande comment la population réagit face à ces mesures préventives prises par le gouvernement. Est-ce qu'il les respecte? Globalement, non. Nous avons assisté même hier à un débat sur la RTI qui a réuni les professionnels de la santé, mais en plus de cela, une psychologue. Et il a été aussi question de ces mesures-là. On constate malheureusement que les mesures ne sont pas entièrement respectées et on note un relâchement au niveau des populations.
Bien sûr qu'il y a des conditions de vie habituelles. Quand vous prenez des quartiers où la promiscuité est de mise, où des gens sont 6, 7 dans une chambre, ou bien vous voyez des environnements populeux, il est très difficile d'observer, par exemple, une mesure de distanciation physique. Donc, il y a des réalités qui sont africaines, qui constituent des barrières déjà à l'effectivité des mesures prises. En plus de cela, il y a que dans les têtes des uns et des autres, pour une raison ou pour une autre, les gens se défassent de ces mesures-là. Oui. Excuse-moi, je peux ajouter une petite chose pour le contexte. Oui, Max. Il faut aussi dire que l'état d'urgence a été déclaré le 23 mars en Côte d'État. À l'époque, il n'y avait que 25 cas confirmés et donc ça a été une réaction très rapide des autorités. Par comparaison, aux États-Unis, lorsque l'état d'urgence a été déclaré, il y avait déjà 1500 cas confirmés. Donc la population a déjà suivi des mesures barrières et des prérogatives mises en place par l'État en état d'urgence depuis plus de 2 mois. Aujourd'hui, donc, Dr Flan le précise, il y a ce sentiment de relâchement au sein de la population, mais c'est bien aussi de voir l'évolution dans le temps et les efforts qui ont été consentis dès le début de l'état d'urgence également. Pour expliquer que lorsqu'on discute à certaines personnes, ils disent que si pour 2 cas, on a fait le confinement, l'isolement, et que lorsqu'on atteint des milliers de cas, on a enlevé toutes les mesures barrières, du moins on a levé ces mesures-là, ça montre qu'en réalité, la maladie n'est pas aussi grave que ça. Et les chiffres qui sont donnés ne reflètent pas généralement la réalité. Donc c'est un peu ça qui fait le relâchement. Mais est-ce que aussi vu un peu la configuration de l'économie ivoirienne, lorsqu'on prend le système de transport, les moyens de transport comme on a appelé les BACA, les Wororo, et même les bus qui sont des moyens de transport de l'État, est-ce qu'il faut cela, lorsqu'on sait que ça embauche des dizaines de milliers de personnes, qui sont des sources de revenus. Donc empêcher les BACA, les Wororo de circuler, ça peut créer plutôt des conséquences au niveau social, des émeutes, des troubles à notre public, parce que là, ça va créer, en tout cas, véritablement, appauvrir encore plus la population. Donc, l'État ne peut pas être véritablement assez rigoureux sur ces mesures-là. Effectivement. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, quand on arrive à Djamé, on ne peut pas interdire aux gens d'à Djamé d'être proches. Les gens se touchent. Et comme le docteur Flantier avait déjà expliqué, le port du masque, les gens ne sont pas habitués au port du masque. Comme il faut avoir le masque sur le visage lorsqu'on voit qu'il fait aussi chaud. Donc, tous ces aspects entraînent véritablement le relâchement de la population. Ils sont perdus dans le temps, plus la population ne se sent plus concernée par cette maladie. Ouais, donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Oui, Evelyne. Ce que je voulais ajouter, c'est comme il a dit, la communication. Parce que, comme il a dit, on ne peut pas empêcher les BACA de rouler. Mais si il y avait une communication, c'est-à-dire, comme on avait dit, un reportage où ils voyaient les malades, et ceux qui sont morts du corona, ils allaient prendre conscience. Mais jusqu'à présent, s'il n'y a pas de reportage sur les malades, comment est-ce que les gens souffrent, qu'ils ont le Covid-19, comment est-ce qu'ils vivent? Je pense que s'ils voyaient ces réalités-là, ils allaient prendre conscience, même si on sort avec les cache-nez, mais quand même, la distanciation sera respectée, les 1 mètre. Parce qu'ils se disent, mais depuis là, on dit à 1000 cas, on ne voit pas, on ne voit jamais, on ne sait pas. Ils ne savent pas comment se manifeste la maladie. Donc, pour eux, c'est un amusement. Aussi, ils sont face à la réalité. Ils voient comment est-ce que les gens souffrent du corona. Je pense qu'ils allaient prendre conscience. Donc, il faut qu'il y ait un reportage sur les malades et que les médecins viennent. Ils en parlent, ils expliquent. Même ceux qui ont perdu leurs parents du Covid, qui viennent, ils expliquent comment est-ce que la personne avant de mourir, comment est-ce qu'ils ont dépensé, comment est-ce que vraiment la personne était physiquement. Je pense que la population va prendre conscience, même s'il y a un déconfinement. Je voudrais ajouter quelque chose avec votre permission. Alors, disons qu'au départ de l'épidémie, il n'y avait pas de documents filmés, par exemple, qui présentaient des malades en dehors de quelques témoignages isolés auxquels on a assimilé très rapidement même
l'idée de montage. Mais ces dernières semaines, on a pu assister au fait que la télévision, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la RTI, qui est la première source d'information, selon l'enquête, a montré, lors d'une édition de journal télévisé, des malades au CHU de Treichville. Lors du document de l'émission d'hier, dont j'ai parlé tantôt, un large extrait a été réservé également à la présentation de quelques malades qui ont pu quand même parler. Je voudrais dire ici que la stigmatisation a amené des parents des malades ou bien des malades à rejeter l'idée d'être présentés à la télévision, et cela a contribué à contribuer à rendre les populations beaucoup plus sceptiques vis-à-vis de l'existence de cette maladie. C'est cette précision que je voulais faire. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci pour vos interventions. On va passer à la seconde question, à l'autre question, pardon. Cette question est pour Evelyne. Lors de vos interviews, quels sont les commerçants qui semblent avoir été le plus impactés? Merci. Ce sont plutôt ceux qui sont dans le domaine des vivriers, puisque, comme on dit, les corridors sont fermés, les bananes, que ce soit riz, tout ça là, ça quitte à l'intérieur, à l'intérieur du pays. Puisque les corridors sont fermés, que les marchandises ne peuvent pas entrer, donc ils ne peuvent pas vendre. Donc, c'est eux, en tout cas, les petits commerçants des vivriers, tomates, en tout cas, je dis les trucs alimentaires, quoi, c'est eux qui sont plus touchés par rapport aux autres qui font les vêtements, les trucs, parce que tout quitte à l'intérieur du pays. Et même on dit, non, le commerçant, tu peux faire une demande, mais la demande, souvent, ça tarde. La demande, souvent, ça tarde. Donc, les petits commerçants vraiment alimentaires sont les plus touchés par rapport aux autres. Effectivement. Pour la prochaine question, merci Evelyne pour cette réaction. Pensez-vous que la flambée des cas contraindront les populations à prendre plus au sérieux le virus, ou le fait de ne plus vivre dans la psychose perdurera? Ça, je pense qu'on en a... Evelyne, je pense qu'on en a parlé brièvement concernant les mesures à prendre pour éveiller la population, conscientiser en tout cas la population sur ce virus-là. Vous avez quelque chose à ajouter sur... Non, c'est comme le Dr Flan avait dit, bon, comme des parents qui ne veulent pas déclarer, comme l'a dit, peut-être de dire, si ils ont le corona, ça ne s'approche pas d'eux. Je ne sais pas en termes ivoiriens. Donc, je pense que s'ils prennent conscience aussi que par leur témoignage, d'autres personnes pourront vraiment prendre conscience de la situation. Voilà. Effectivement. Voilà. Merci, Evelyne. Donc, je pense qu'on va prendre une dernière question vu qu'il est presque 11 heures. À Max. Oui, bien sûr. Encore une ou deux, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça, c'est pour la prochaine question, c'est pour toi, Max. Dis d'abord félicitations pour l'étude. Est-ce que vous comptez en réaliser d'autres? Oui, on compte en réaliser d'autres, et même avec la CAS, on est déjà en train de travailler sur une nouvelle étude dans 3 pays de la région pour à nouveau suivre les perceptions, surtout liées au déconfinement, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui a un peu mis fin à certaines restrictions qui étaient mises en place, mais d'autres pays également de la région sont en train de le faire. Donc, comment est-ce que la vie peut reprendre son cours tout en respectant certaines mesures pour ne pas que le virus se propage de manière exponentielle? Comme l'ont expliqué nos invités, il y a des réalités économiques qui font que le confinement était assez dur à appliquer, un confinement total du moins. Donc, nous travaillons sur de nouvelles études liées au Covid, mais aussi souvent nos études sont liées au digital. Et en ce moment, il y a beaucoup d'avancées dans ce secteur-là
lié au fait aussi que beaucoup de gens doivent travailler à distance. Et donc, que ce soit les livraisons à domicile, les paiements par mobile money ou les agrégateurs de paiement, le coronavirus a aussi impacté ces secteurs-là. Et donc, c'est certaines des études sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement dans les pays francophones, et surtout, mais également dans les pays anglophones comme le Ghana. Super, très intéressant. Je pense qu'on va terminer avec cette dernière question qui est pour Evelyne. Comment ça s'est passé vos interviews avec cette situation-là de COVID? Evelyne? Ouais. Je peux dire que ça s'est bien passé parce qu'on ne partait pas sur le terrain, on ne partait pas en contact des commerçants. On a essayé de partir à la base dans nos répertoires pour les consommateurs. Puis pour les commerçants, on connaissait déjà des commerçants, on prenait les numéros et de par eux, on avait d'autres numéros de d'autres commerçants. Maintenant, on peut partir aussi sur, comme sur le Facebook, ceux qui vendent les produits vivriers. Il y a plus, maintenant, sur le Facebook, il y a plus de vendeurs là-dessus. Donc, on essaie de répertorier les numéros et puis les appeler. Et puis, en tout cas, ça s'est bien passé. Puisqu'on ne peut pas sortir avec le confinement, donc bon, par téléphone, c'est bien passé. Et puis, comme c'était au moins avec la maladie aussi, tout le monde voulait avoir des informations. J'ai dit merci à Mas, parce qu'avec l'enquête, avec cette enquête-là, on a eu beaucoup, on a entendu beaucoup de choses, vraiment. Quand tu poses la question, mais comment se transmet le coronavirus? Pour finir, ça faisait rire. Parce que les gens nous appelaient pour le Covid, on ne peut pas sortir, on n'arrive pas l'argent. Tu dis, qu'est-ce que le corona? Donc, vraiment, c'était bien. Puisque aussi, ce sont des personnes qu'on côtoyait de manière habituelle. Voilà. C'était bien passé. En tout cas, Dieu merci, on a pu avoir les 500 enquêtés et tout s'est bien passé. Ah, super. En tout cas, merci à vous. Vous avez fait du bon boulot. Ouais, et un grand bravo Max, aux 10-15 enquêteurs d'Abidjan qui ont réalisé cette étude en une semaine, les 500 questionnaires, et à Evelyne en particulier pour avoir coordonné ça. Merci beaucoup, Mam, pour les questions. Merci à tous. Merci à vous. Peut-être un dernier mot de Théodore et Dr Flan pour clôturer, s'il vous plaît. Bien, mon mot de fin, enfin, sera tout simplement des mots de remerciement à l'encontre de la Konrad Adenauer Stiftung qui a voulu m'associer et me donner l'opportunité de rentrer en contact avec l'OCA, dont je salue la pertinence du travail. Je voudrais simplement souhaiter que ce type d'études continue d'avoir lieu de manière à donner le maximum d'informations, non seulement aux populations, mais à tous les décideurs, afin de pouvoir rectifier le tir là où il faut et de modifier les comportements et la gouvernance. Donc, je voudrais simplement dire merci et souhaiter plein succès à ce travail de recherche. Merci beaucoup à vous. Vous nous avez beaucoup aidé. Théodore, je te laisse clôturer. En tout cas, merci Max pour le dynamisme, parce que ça a été fait à la hâte, la pression. Je voulais aussi remercier Evelyne Kofi. C'est vrai que je ne la connais pas, mais quand j'écrivais à Max, la pression a fait que vraiment le travail s'est vraiment bien déroulé. Et je pense que c'était un bon résultat. Les études étaient déjà diffusées et disséminées. Mais je voulais dire que c'est un outil d'aide à la décision. Parce que nous, en tant que CAS, on ne peut pas prendre des décisions. Nous sommes là pour une mission d'accompagnement, pour la promotion du dialogue politique. Donc, notre mission, c'est d'instaurer le dialogue entre les différents acteurs de la société pour que, vraiment, il y ait un mieux vu dans la sous-région. Donc, la CAS se tient toujours aux côtés des partenaires pour pouvoir aider à vraiment construire une société plus juste, plus démocratique pour le service du bien commun. Donc, à MAS, je crois que nous sommes déjà en route pour le Bénin, le Togo et la Guinée. Et on verra ce que cette expérience va encore apporter. Félicitations encore à Loka. Félicitations à Miss Evelyne. Et merci au Dr Flan qui, à chaque fois qu'il est sollicité, a toujours été disponible.
Oh, il sait qu'il est vraiment chargé, mais en tout cas, il a été toujours disponible. Merci, Dr. Flan. Et encore, merci à tous ceux qui ont pu assister à ce webinaire. Et je pense qu'on se retrouvera. Merci. Merci beaucoup, Théodore. Et merci à tous d'avoir suivi donc, cette présentation de notre étude à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un des pays qui a le plus de cas confirmés de COVID-19 actuellement, mais un très faible taux de létalité. Là, on vous a donné les avis de 500 commerçants et consommateurs. Depuis la publication de cette étude, il y a eu des assouplissements dans les mesures. Le couvre-feu a été levé. Là, il y a eu la réouverture des restaurants et des très connus maquis, ainsi que des lieux de culte et l'autorisation des rassemblements de plus de 200 personnes. Donc ça, c'est l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous allons continuer à suivre ça, comme l'a dit Théodore, en essayant au maximum de publier nos études. C'est l'esprit au cœur de Luca et de la Konrad Adenauer. Si on peut faire des études qui servent, c'est le plus important. Et donc, la prochaine sera sur le Togo, le Bénin et la Guinée, en attendant de nouvelles à Abidjan, avec Evelyne et on l'espère aussi avec Dr. Flan. Merci. Merci, Dr. Flan. Merci, madame. Merci, Mas. Merci, Théodore. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à vous. Il y a Fatou aussi qui est là. Merci, Fatou. Merci à Fatou. Merci, Aïda. À bientôt. Merci. Merci les amis.